Marcel, enfant d'Eustache, le bûcheron. Il y a quelques années, comme il n'y avait plus d'arbres à couper, notre père n'avait plus de travail. Il était abattu. Il tournait en rond. Il avait tout le temps une tête de diamant. Marguerite, la voisine vétérinaire, venait chaque jour nous menacer. C'est pas possible, Eustache, de laisser tes enfants vivre dans un taudis pareil. Si tu te bouges pas, je te préviens, Jean-Marc était petit. On avait guère envie d'aller chez elle, où elle recueillait des chats errants et élevait des serpents gluants. Alors, un jour, sans rien dire, on a décidé de partir vers rien que des cailloux blancs, à semer sur le chemin si on avait le goût de revenir. Au début de la forêt était nue, puis elle est devenue broussailleuse et rose. La nuit est tombée d'un coup, toute noire. On était terrifiés. On s'est petits l'un contre l'autre et on s'est endormis. Le lendemain, on avait faim. Un grand oiseau nous a dit de le suivre. Comment? On ne regretterait pas. Nous, on n'avait rien à perdre. Ça fait qu'on y allait. À chaque pas qu'on faisait, les couleurs devenaient plus acidulées. Incroyable. On aurait dit qu'on était dans une bonbonnerie, une confiserie, une pâtisserie. Tout ça à la fois. On a aperçu une maison qui avait l'air faite en croix dessus et on a entendu une voix éraillée qui disait Marcel et Gisèle. À Mingora, ville de 300 000 habitants à majorité Pachoum, vit Ziodan, un directeur d'école fier de ses 3 enfants. Une fille et 2 fils, à qui il veut donner une éducation ouverte et égalitaire. Mais l'homme est inquiet. Les talibans veulent imposer la charia dans toute sa rigueur. On fait jeter au feu les livres, les télés, les ordinateurs, les CD. Fini aussi la danse, les salons de beauté, pour les femmes à qui on impose de porter une burqa. Cette cage en tissu qui enferme de la tête aux pieds. Le 15 janvier 2009, on interdit aux filles d'aller à l'école. Malala a grandi dans celle de son père. Elle veut étudier et rêve de devenir médecin. Que faire? À 11 ans, avec l'accord paternel, elle témoigne sur un plateau de télévision. Comment osez-vous me priver de mon droit fondamental à l'éducation? Quelques jours plus tard, pour un site internet de la télévision britannique, la BBC, elle rédige sous un pseudonyme la première page de son carnet de bord. La nuit a été remplie des bruits de tirs et je me suis réveillée 3 fois. J'ai peur. 2 ans plus tard, Malala est une personnalité dans son pays. Le gouvernement lui décerne même le prix national de la jeunesse pour la paix. Pourtant, sa mère ne dort plus. Comment le pourrait-elle? Les talibans viennent de menacer sa fille de mort. Malala. Des caresses, ses cheveux noirs, il ignore qu'il tient entre ses bras une carte d'espoir. Papa crie pour elle et tremble pour sa fille. Il lui a appris à lire le stylo et à offrir des livres. Mais il veut lui offrir l'éducation qu'elle mérite. Il ne veut pas la voir finir face à la dynamite. Il y a très longtemps, le château d'un roi se dressait à l'orée d'une sombre forêt. Plus personne ne s'y aventurait depuis que 2 chasseurs l'avaient disparu. Jusqu'au jour où un étranger décidé y pénétra avec son chien. L'animal s'arrêta devant une barbe. Un rat l'attrapa. L'homme alla chercher de l'aide. À 4, ils vidèrent la mare et trouvèrent étendu un homme sauvage. De longs cheveux couvraient tout son corps, et son à peine noir et peau blonde, semblable à du fer en feu. Ils le firent prisonnier et l'emmenèrent au château. Dans la cage, le grand cour où le petit prince venait souvent, le roi fit poser l'homme dans une cage. À la reine, il confia la garde de l'Afrique. Un
jour, l'enfant laissa rebondir sa balle en or dans la cage. Il demanda à l'homme sauvage d'où il rentre. Je te la rendrai si tu ouvres la porte de ma prison. Je ne peux pas, voir me l'interdit. Le lendemain, il alla redemander sa balle en or, mais la réponse du boulier fut la même. Et le garçon repartit à nouveau triste. Le troisième jour, alors que le roi était allé chasser, l'enfant tenta à nouveau sa chance. Comment veux-tu que j'ouvre la porte? Tu sais bien que je n'ai pas la clé. Elle est sous l'oreiller de ta mère. Il te suffit de la prendre. Le désir d'avoir sa balle m'important sur ses scrupules, le garçon alla chercher la clé. La porte de fer fut si dure à ouvrir que se passa méchamment de doigts. Quand ce fut fait, l'homme rouillé déposa la balle en or dans la main de l'enfant et Jean de fer. En septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne, faisant pleuvoir des bombes sur Varsovie. Un médecin et écrivain, le docteur Korczak, parle à la radio pour remonter le moral aux habitants et recueille les orphelins dans une grande maison confortable. Pan Docteur leur raconte des histoires, distribue des cartes postales souvenirs, leur donne la parole à travers un parlement des enfants. Le 29 novembre 1940, sur ordre des Allemands, les 170 enfants doivent quitter la rue Kreuschwalder pour la rue Klonau, située de l'autre côté. Telle une parade de cirque, en rang derrière le docteur, il porte des lampes, des dessins, des plantes, des cages avec leurs animaux familiers, des draps et des couvertures. Des chariots suivent avec les matelas, le charbon et les provisions de pommes de terre. C'est tout près et on est si loin, c'est la même ville et pourtant c'est un pays étranger, servi de trait au mur et gardé à chacune de ses 28 portes par des soldats. C'est un pays prison créé par les nazis qui enfermaient les juifs. Le lendemain, à leur réveil, les enfants constatent la disparition de Pan Docteur. Le docteur Korczak a été arrêté. On l'a conduit loin de Varsovie, dans un camp de travail à Lublin, et il se meurt. On l'a emmené dans une forêt et fusillé. L'incroyable nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Tous racontent des choses différentes. En fait, le docteur a revêtu son habit d'officier polonais et s'est dirigé vers le pas des camps pour récupérer un chariot de patates volé la veille par les Allemands. Au pas des planques est installée la Gestapo. Pan Docteur s'est donc jeté dans la gueule du loup. Même s'il parle allemand, quelle fée viendra l'arracher de cette maison du diable. Le dernier voyage. Wie macht so fies die ganze Welt? Heidische Mame, heute die Bitte, wenn sie fällt. Ihre Nacken, muss sie auch ihr noch bei sie. Heute wie treu zusammen, wenn sie geht, da wegzugehen. À l'écart d'un village, habite dans une cabane perchée, Minoa, une vieille dame passionnée de sylviculture, que certains traitent de folle, d'autres de sorcière. Le jeune Jalil n'écoute pas ses raconteurs. Chaque jour, il monte chez elle en secret, choisit une des nombreuses boîtes bariolées qui couvrent les murs, on sort une graine dont Minoa lui raconte l'origine et la vie. Un matin,
Jalil veille sur la grande. Il apprivoise un faucon redressé pour chasser les animaux qui approcheront de l'arbre. Une fois l'oiseau dressé, il se met en route. Après de longues semaines de marche, il arrive dans un vallon isolé. L'endroit est parfait. Ému, Jalil s'agenouille, creuse la terre, dépose la graine dans le trou, la recouvre délicatement et verse l'air du ruisseau. À partir de cet instant, l'homme et le faucon avaient 8 jours sur la précieuse graine. Et au bout de 7 ans, le gardien de l'arbre. Vois ce beau jeune homme aux cheveux noirs de jet. C'est un paysan chinois. Non, attendez. Ah, pardon, excusez-moi. On le disait venu des Indes ou de Papouasie, de Polynésie ou de Malaisie. C'était un paysan chinois qui, en 1916, avait les poches vides et des rêves plein la tête. Il a quitté sa campagne et sa vie de crève-la-faim. Il a signé de son empreinte digitale un contrat de travail qu'il ne comprenait pas. Il a marché des lunes et des lunes de Shanghai jusqu'à la mer. Il a embarqué sur un navire avec des centaines de frères de sang. Ils ont roulé sur le dos de l'océan. Ils ont pêché des poissons-ci. Ils ont suivi la course des nuages. Ils ont joué de la flûte et de l'érou, le violon chinois. Ils ont débarqué à Marseille. On leur a dit, va sur les routes, va faire fortune. Ouais est arrivé avec des compatriotes, un jour de grand vent, au bout du monde, au bout de la Grande Bleue, au bout de la France, en baie de Somme. Qu'allait donc faire ces jeunes Chinois dans une Europe à feu et à sang, où tout leur était étranger, le climat, la nourriture, le travail. Te souviens-tu de ouais? Une bonbonnière ou une maison, à toit plat, un château? C'est ça qu'il faut que je dise? Ouais. Alors, une pagode, une cabane, un immeuble. Des habitats différents, autant d'indices pour identifier des lieux ou annoncer les occupants. Qui voit château, pense, roi ou riche. Qui voit toit plat, se sait en Orient. Une pagode, en Asie. Qui voit roulotte, dit campement. Quand tu te promènes dans une ville, lève le nez, regarde les façades. Pourquoi ce pavillon est-il toujours fermé? Aimerais-tu vivre dans une yourte, un cotard? Comment vois-tu les maisons des autres? Devines-tu ce qui se passe à l'intérieur? Comment imagines-tu la décoration? Y a-t-il beaucoup de bibelots? Quelle odeur flotte dans les pièces? Combien y a-t-il de résidents? Quel âge ont les occupants? Tu parles de la maison des autres? Et toi, dis-moi, comment tu vis? À quoi elle ressemble ta maison?
la maison des autres enfants. J'habite un champignon d'acier et de béton, dressé au cœur de la cité. Du haut de mon balcon, j'aperçois l'horizon et je commence à voyager. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, à bruit de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Et si on mettait ces histoires au bout du jour? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai, le migrant qui arrive aujourd'hui chez nous, c'est dans un sac plastique qui a quelques affaires. Dans les transports, les gens lisent beaucoup sur les écrans. Les parents pressés font de la purée en flocons. À l'hôtel, plus de clés, mais des cartes magnétiques. Et pour payer, plus de billets, mais des cartes bleues. Fini les mouchoirs en tissu. Et vive les feux pour pouvoir faire des dessins. Et rien, tes lunettes noires, ce poème qui te plaisait tant. Tout le monde l'a fait l'autre soir, le matin de 17 ans. Je crois que les objets ne sont pas que des objets. Light bulb. Toothbrush. Que les objets ne sont pas que des objets. Banana case. Banana case. À notre contact, les objets ont une âme qui gonfle à l'intérieur. Plus vous le regardez, plus vous le considérez, plus vous avez de chances que votre objet s'anime. Une émotion est susceptible d'exister en toute chose. Sinon, comment expliquer qu'on puisse être bouleversé par un truc, un machin, un bidule, qui bouge pas et qui dit rien? Marcel et Gisèle, Janus, Malala, Jalil, Jean, Wally et les autres. Ils viennent d'ici et d'ailleurs. Enfants, adultes, riches, démunis, anonymes, célèbres. Le courage est venu. Ils ont tout le temps devant eux pour vous rencontrer. Vous confiez le secret de leurs histoires Et vous entraîner à leur suite dans 1, 2, 3, album!